Viens m'aider à aider, c'est en fait ce que l'abbé Pierre a dit au premier compagnon. Tu veux être aidé, bah, tu vas devenir aidant. Je te propose de devenir aidant. Tu es en difficulté, bah, je te propose de venir aider des gens. Tu sais pas à quoi faire de ton existence et tu es pas bien. Eh bien, je te propose de venir avec moi sauver des personnes qui sont malheureuses, qui manquent de tout. Emmaüs Défi, une histoire solidaire. Bienvenue dans la 5e et dernière étape de ce voyage documentaire qui vous propose un récit en 5 épisodes au sein de l'action solidaire de Emmaüs Défi. Avec ce documentaire, vous faites connaissance avec des personnes au parcours de vie cabossé et qui retrouvent, grâce à un travail pas comme les autres, le chemin de l'insertion et de la dignité. Vous rencontrez aussi celles et ceux qui les accompagnent dans ce cheminement. Pour conclure la série, je vous propose de prendre un peu de recul pour découvrir un peu mieux la philosophie pratique du mouvement Emmaüs. Une attitude pragmatique, positiviste et altruiste que j'ai retrouvée à chaque instant du temps que j'ai passé avec les permanents et salariés en insertion de Emmaüs Défi. J'ai demandé à Philippe Dupont, directeur du centre Abbé Pierre à Esteville en Seine-Maritime, de nous parler des débuts de Emmaüs dans les années 50 et de l'approche originale du mouvement. Alors, Emmaüs est né un petit peu par hasard, avec beaucoup d'intuition et de coïncidence. Quand l'abbé Pierre a créé en 1947 dans la maison qu'il occupait en région parisienne, alors il était député, donc il avait besoin d'un logement proche de Paris ou à Paris, et l'abbé Pierre a créé une auberge de jeunesse. Et à cette époque-là, dans le cadre de ses diverses activités politiques, mais aussi donc éducative, il est amené à rencontrer un homme qui a tenté de se suicider, qui est un ancien bagnard qui s'appelle Georges et qui va devenir le premier compagnon d'Emmaüs, puisque l'abbé Pierre va lui proposer non pas une aide, on pourrait dire simple et rapide, mais l'abbé Pierre va lui proposer de venir vivre et travailler avec lui. Donc il devient le premier compagnon. Le concept du compagnon d'Emmaüs, c'est ça, c'est quelqu'un qui est en grande difficulté personnelle, sociale, et qui vient vivre en communauté, qui vient habiter en collectivité avec d'autres comme lui, et qui, par son travail, va venir en aide à d'autres personnes. Surtout que 2 mois après la rencontre du premier compagnon, l'abbé Pierre va rencontrer pour la première fois une famille qui est expulsée de son logement, en plein hiver, quelques jours avant Noël 1949. L'abbé Pierre assiste à l'expulsion d'une famille de son logement, et l'abbé Pierre va essayer de leur trouver un logement, mais il ne va pas réussir en dépit de tout le carnet d'adresses qui est le sien, d'anciens résistants, d'hommes politiques, de militants de la paix dans le monde. Il ne va pas trouver de logement, alors il va se mettre à construire une maison provisoire, un baraquement, mais le plus confortable possible selon les critères de l'époque, avec le premier compagnon et avec les jeunes de l'auberge de jeunesse. Et ainsi, il va mettre le doigt dans un engrenage qui est l'aide aux familles sans logement. Et ensuite, il y a une grande date à retenir, c'est 1954, puisque l'hiver 1953-1954, c'est un hiver qui est plus rigoureux, plus froid que d'habitude. Et il fait tellement froid en France qu'il y a des personnes qui meurent de froid dans la rue à Paris. Et devant ces événements insupportables, l'abbé Pierre va, devant l'incapacité de la France à créer des cités d'urgence, ce qu'il appelle de ses voeux, devant l'échec de ses démarches pour qu'il y ait une vraie politique de construction de logements d'urgence, l'abbé Pierre va lancer un appel à tous les citoyens par l'intermédiaire des médias, les journaux, mais surtout la radio. Donc c'est l'appel radiophonique de 1954 qui va avoir un écho considérable, puisque les Français vont être émus par ce discours de l'abbé Pierre, vont être convaincus de la justesse de son combat et vont faire des dons dans des proportions considérables, historiques, gigantesques, de telle sorte que les observateurs de l'époque vont appeler ça l'insurrection de la bonté, expression que l'abbé Pierre aimait pas beaucoup. Il préférait qu'on parle d'insurrection de la justice, parce que pour lui, le fait de donner un toit et de quoi vivre à des gens, c'est pas de la bonté, c'est normal en fait, c'est de la justice. Pour les chiens qui crèvent dehors, il y a une fourrière. Est-ce que pour nos frères et nos sœurs, il y aura rien? Les asiles sont pleins, nous a-t-on dit. Un brave homme d'agent à qui on disait « Mais vous ne pouvez pas les conduire quelque part » nous répondait « S'ils ne sont pas morts, nous n'avons pas de consigne. »
S'ils étaient morts, on appellerait la morgue. Mais pour les vivants, il n'y a pas de place. Alors, il faut que nous fassions quelque chose, tout de suite. Ce n'est pas possible que nous dormions tranquilles pendant qu'ils meurent dehors. Aidez-nous pour qu'on puisse mettre des tentes, des hangars, de la paille, leur donner une soupe chaude. Il n'est pas possible que nos frères vivent et meurent comme cela. Sinon, véritablement, nous sommes pires que des sauvages. Aidez-nous. Et merci du fond du cœur. Avec l'argent qui a été récupéré, l'abbé Pierre a pu construire des cités d'urgence par centaines, loger des gens par milliers. Retrouver une dignité, retrouver confiance en soi, non seulement en travaillant mais aussi en gagnant une utilité. C'était la philosophie de l'abbé Pierre. C'est aussi ce que j'ai observé de très près auprès de celles et ceux que j'ai côtoyés pour ce reportage. Écoutez Philippe vous expliquer ce qu'est aider à aider. Vous entendrez ensuite Mamadou raconter ce que représente pour lui d'être salarié en insertion chez Emmaüs Défi. Viens m'aider à aider, c'est en fait ce que l'abbé Pierre a dit au premier compagnon. Donc effectivement, c'est un point complémentaire pour pouvoir décrire la philosophie d'Emmaüs. C'est-à-dire que l'abbé Pierre a essayé de renverser la charité traditionnelle. La charité traditionnelle, c'est celui qui va bien et qui donne quelque chose de son surcroît à celui qui n'a rien et qui est dans le besoin. L'abbé Pierre, lui, il a voulu renverser cette logique en faisant en sorte de positionner la personne qui est en difficulté aussitôt dans une situation d'acteur solidaire. C'est-à-dire, viens m'aider à aider, c'est t'as besoin d'aide, et ben moi ce que je te donne, c'est une position qui est celui d'aidant. Tu veux être aidé, ben tu vas devenir aidant. Je te propose de devenir aidant. Tu es en difficulté, ben je te propose de venir aider des gens. Tu sais pas à quoi faire de ton existence et tu es pas bien, eh bien je te propose de venir avec moi sauver des personnes qui sont malheureuses, qui manquent de tout. Mais il y a aussi derrière ça une philosophie qui est liée à la récupération des objets. C'est la philosophie, ce que l'abbé Pierre appelait la mystique, c'est de dire qu'il y a des personnes qui sont rejetées, et ces personnes rejetées, quand elles se regroupent, quand elles se mettent ensemble et qu'elles travaillent à partir des objets qui eux-mêmes ont été jetés, abandonnés, donnés, et elles arrivent ensemble, les objets et les hommes, et aussi bien sûr les femmes, à créer de la valeur, à créer de la richesse, à créer de la justice et de la solidarité, là où la société bien organisée et en bonne santé, bien comme il faut, n'arrive pas à produire quoi que ce soit. C'est-à-dire là où la société échoue, l'abbé Pierre, avec les compagnes et les compagnons, arrive à créer des richesses et des solidarités nouvelles par cette association entre des objets rejetés et des êtres humains rejetés. Donc c'est un peu ça la philosophie d'Emmaüs. Mais depuis que je suis venu ici, ça a commencé à changer ma vie. Tu rencontres des gens sympas, des gens formidables qui te saluent, qui te sourient devant toi. Et on mange ensemble avec les responsables. Ici, il n'y a pas de différence. Mais on mange avec les directeurs, les responsables, tout. On mange ensemble. Tout ça, ça fait du bien. Emmaüs, on n'est là pas pour être riche, pour gagner de l'argent. Mais c'est l'humain d'abord. Parce que tu n'es pas là pour gagner d'argent. Ça, c'est Emmaüs. Mais tu es là, l'humain tout d'abord, quoi. L'humain. On n'est pas pour être riche, pour gagner des millions à Emmaüs. Mais tu es là pour être accompagné. Tu es suivi. Sur le plan de la santé, sur le plan des socio-professionnels, ça c'est un avantage pour un homme. Même si c'est limité par le temps, ici on n'est pas là pour l'éternité, mais c'est pour te permettre d'avoir de la formation, avoir de la santé, avoir un bon logement, être heureux, soi-même quoi. Une autre chose qui m'a frappé, et même charmé à titre personnel chez Emmaüs Défi, est l'aspect très pragmatique de l'action solidaire, avec deux fronts, le terrain et l'interpellation des élus et des pouvoirs publics. Et ce n'était pas un hasard, si j'ai ressenti ça. Emmaüs, la particularité d'Emmaüs, c'est que c'est assez peu théorique et c'est assez pratique. C'est-à-dire que c'est quelque chose
c'est plutôt une praxis, une philosophie de l'action. Et puis le deuxième point, c'est aussi l'interpellation. C'est-à-dire que les groupes Emmaüs, c'est pas simplement des associations qui font du travail de terrain, c'est aussi des associations qui sont destinées à rayonner et à influencer. Aujourd'hui, pour employer un vocabulaire actuel, les groupes Emmaüs, ce sont des influenceurs. Ils influencent les citoyens, ils influencent les dirigeants économiques et politiques par leur discours qui attire l'attention sur la grande exclusion et aussi par l'exemple qu'ils donnent. L'abbé Pierre, à côté d'une action de terrain, a toujours essayé c'est un homme politique d'abord, donc a toujours essayé de travailler par le haut et de travailler par le bas, c'est-à-dire de faire changer les lois, les politiques, les réglementations, d'influencer l'opinion, les citoyens, ceux qui vont voter pour élire des dirigeants, mais aussi d'effectuer un travail sur le terrain. Un accueil inconditionnel. Un appel à venir aider l'autre et à s'aider soi-même. Un message porté depuis 75 ans par le mouvement Emmaüs. Avec comme point d'appui le travail, qui n'est pas ici une finalité mais un outil. Après Philippe, vous entendrez Youssef et Michael, que vous avez tous deux entendus dans les épisodes précédents. Concrètement, voilà, y a des gens qui sont dans une errance dans une ville, et puis tout d'un coup, ils poussent la porte d'une communauté Emmaüs. On leur dit bienvenue, on les installe sans leur demander leur papier ou leur curriculum vitae. Et dès le lendemain, ils occupent une fonction utile à la collectivité. Et dans la structure où ils sont accueillis, ils vont pouvoir venir en aide à d'autres personnes, dépanner d'autres êtres humains qui sont pauvres, qui souffrent, qui manquent de ceci ou de cela. Du jour au lendemain, de personne qui a besoin d'aide, on devient un travailleur solidaire. C'est ça le miracle, on pourrait dire l'alchimie d'Emmaüs. Moi, si je peux aider de mon côté, quand je suis là, même quand il y a des nouveaux qui viennent et qui n'y arrivent pas, j'aide parce que moi, au début, on m'attendait une perche, malgré que là, il faut tendre la main aussi pour aider un peu. On met l'accent sur le travail comme étant un point d'appui, on pourrait dire pédagogique, pour pouvoir permettre aux personnes d'aller mieux, de se sentir mieux et de prendre un nouveau départ dans la vie. Souvent, quand on est en grosse difficulté, on peut avoir tendance à se laisser aller, ou alors la société vous rejette, on a l'impression que personne ne veut de nous. Et puis, grâce à la communauté, grâce aux structures d'insertion d'Emmaüs, on est mis en activité, on nous fait confiance et on fait tout pour qu'on se mette au travail, pour qu'on soit au travail. Et donc, cette vertu pédagogique du travail, elle est importante et elle est centrale à Emmaüs, elle est plus importante qu'ailleurs. Donc ça, c'est un point important qui est vraiment très fort, qui est plus fort que dans les autres associations de solidarité, c'est-à-dire on te met au travail. Pour l'instant, ça me met un pied à l'étrier. C'est pas comme si je travaillais chez un patron, c'est pas on fait ce qu'on veut ici. Il y a des choses à respecter, mais on n'est pas poussé à être comment on appelle ça, productif à 100%, quoi. Parce qu'on travaille, on travaille en solidarité, on n'est pas les seuls. D'accord. C'est tout un système de travail. On a des collègues, le jour on ne peut pas travailler, y a d'autres qui travaillent, c'est un roulement, quoi. C'est très solidaire, et le boulot se fait. D'une manière ou d'une autre, le boulot se fait. Moi, je suis heureux de venir travailler le matin, donc déjà c'est un bon point. De reprendre confiance en moi, par rapport au travail, déjà de me lever le matin pour aller au travail, comme je vous dis, pendant 4 ans, j'avais plus tout ça, donc c'est vraiment me remettre en main, en question, et puis ça m'a appris à me remettre en marche, on va dire. J'y vais pas en reculant, donc déjà, je pense que pour moi, ça veut dire que c'est quand même, je suis heureux, donc c'est le principal. Voilà. Et quand je vois tous les gens qui travaillent avec moi, ils le sont aussi. Moi, ça me va. Quand c'est comme ça, tout va bien. Voilà. Pourvu que ça dure, en tout cas. À titre personnel, j'ai souvent pensé que vouloir aider en pensant en savoir plus que celui ou celle que l'on aide était un danger immense pour toute structure à vocation sociale. J'ai donc été incroyablement touché par la modestie des gens d'Emmaüs, une modestie réelle et une simplicité qui semble nécessaire pour accompagner les salariés en insertion à accéder à une meilleure situation, mais surtout à une plus grande confiance en eux et une plus grande autonomie.
Alors en fait, à Emmaüs, on est riche d'un paradoxe. On est riche d'un paradoxe qui est le suivant, c'est que c'est un mouvement assez horizontal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup le culte du chef ou de la hiérarchie comme dans d'autres organisations. C'est moins fort qu'ailleurs. La verticalité des rapports est moins puissante et forte qu'ailleurs. C'est un mouvement assez démocratique, assez horizontal. On tutoie le président, même quand on est un jeune compagnon qui vient de débarquer depuis une semaine, on tutoie le président d'Emmaüs France. Mais moi, quand je suis arrivé à Emmaüs, on avait pique-niqué tous ensemble, et puis le repas terminé, le président d'Emmaüs International, il s'est mis à faire la vaisselle. Et sans ostentation, de manière la plus naturelle possible. C'est-à-dire qu'il a toujours fait la vaisselle. Il y a une horizontalité, il y a une modestie plus forte qu'ailleurs. Jamais je convoque un mec dans mon bureau, jamais moi. Moi, qui viennent dans mon bureau, c'est parce que soit ils ont posé des affaires à eux, quand ils sont dans les centres d'hébergement, ils préfèrent poser les papiers dans mon bureau, tu vois. Moi, c'est accès libre, mon bureau, tu vois. Et chaque fois qu'il y en a un qui vient dans mon bureau, c'est pour rigoler, hein. Si je dois le reprendre techniquement sur quoi que ce soit, je le reprends en bas ou dehors en train de fumer une clope, parce que si je le prends dans mon bureau, moi, je suis le boss, en fait, parce qu'il est dans mon bureau à moi. Donc déjà, je suis au-dessus, moi. Et donc, d'office, notre entretien, il est baisé, puisque c'est dans mon bureau. Quand des fois il y a des trucs où il faut vraiment qu'on discute, tu vois le 104 là-bas, tu as les escaliers là, on se pose là-bas, on discute, là on a égalité. Je suis pas dans le boulot, tu vois, ici à MS des filles, lui non plus, et il n'est pas dans mon bureau. Parce que l'histoire des bureaux dans le social, c'est très important. Il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui ne captent pas que lui, quand tu le convoques, c'est comme toi quand tu es convoqué par un patron pour un emploi, tu le sais, qu'est-ce qu'il va te demander, on n'est pas bête. Mais le mec, quand il est dans ton bureau, moi, je suis un travailleur social, il le sait, qu'est-ce que je vais lui demander, ou je vais titiller. Donc, d'office, mon entretien, il est biaisé, tu sais. Moi, je me souviens d'une phrase de quelqu'un qui m'avait dit d'ailleurs, l'autonomie, elle se transmet pas, elle se donne pas, elle s'apprend pas, elle se prend. Voilà. Quelqu'un qui est autonome, il prend son autonomie. Moi, j'aime bien parce que c'est un peu bousculant. Je dis, ouais, non, mais attends, c'est vrai, parce qu'on va rendre les gens autonomes. Et quand quelqu'un vous dit, bah, attends, vous rendez pas les gens autonomes, ils prennent leur autonomie. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut laisser aux personnes. Enfin, c'est pas laisser, c'est qu'à la limite, quand quelqu'un vous dit non, quel que soit les trucs, ça veut dire que c'est une preuve d'autonomie. Il a pris son autonomie, il vous dit non. Voilà. Et puis, donc, l'idée, c'est ça. Tout ce qui est démarche administrative ou autre, au démarrage, quand même, voilà, on n'est pas très, très fiers de ça, on va pas le truc, mais on fait à la place d'eux. Mais toujours avec la personne à côté, qu'elle sache et autres. Et l'objectif qu'on se fixe, c'est qu'à un moment donné, ils soient, qu'ils nous disent non. Lâchez-nous, on peut le faire, ou je suis pas d'accord et autres. Viens, je vais t'aider. Non, je vais rien t'aider du tout, mon gars. On va partager un moment. S'il y a des compétences à moi qui vont te faire avancer, c'est bien. Mais toi, c'est obligé que tu vas m'apprendre des trucs. Parce que les gens qui te disent « j'aide les pauvres, j'aide ci, j'aide ça », c'est des moins que rien, ceux-là. Parce que t'aides rien du tout. Si toi, tu trouves pas ton compte, tu fais pas ce boulot. Dans ce monde-là, on a toujours l'habitude de dire « oui, tu fais quoi comme travail ?»« Oh, ben moi, j'aide les pauvres. » Non, t'aides rien du tout. Si toi, t'as choisi ce métier, c'est qu'il y a quelque chose... ça t'apporte quelque chose et que ça te permet de continuer. Parce que sinon, tu pètes un plomb, tu finis en psychiatrie. Pour conclure cet épisode et ce voyage, je vous laisse écouter Philippe vous expliquer comment l'abbé Pierre inspire depuis 75 ans l'action de Emmaüs, sans en avoir été le chef. Une action optimiste et chaleureuse. La figure de l'abbé Pierre, elle, d'une certaine manière, elle crée une verticalité qui est totalement supérieure à ce qu'on peut trouver ailleurs dans les autres associations. C'est-à-dire qu'on a un fondateur qui a un charisme extraordinaire. L'abbé Pierre, c'était quelqu'un d'une intelligence prodigieuse, d'une volonté hors norme, et aussi avec un charisme vraiment très 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 fort. Donc, il n'a jamais d'ailleurs dirigé, il n'a jamais été le directeur d'Emmaüs, ou alors peut-être au tout début, mais vraiment seulement au démarrage. L'abbé Pierre n'a jamais été directeur d'Emmaüs, il a laissé à d'autres le soin de diriger, mais il a toujours été l'inspirateur. Et donc ce grand charisme, cette grande intelligence, cette grande sensibilité, ces talents, et puis sa volonté vraiment indéracinable, quoi, de vouloir faire avancer le monde et de venir en aide aux personnes qui souffrent le plus, font quelque chose de très puissant. Il y a pas mal d'ennemis pour créer un monde solidaire, un monde fraternel. Et par exemple, il y a le pessimisme. Le pessimisme, il y a plein de gens qui disent ça sert à rien, ça marchera pas, on n'y arrivera pas. Mais l'abbé Pierre, lui, c'est quelqu'un au contraire qui porte une parole très optimiste.
C'est-à-dire, il avait une claire vision du progrès. C'est-à-dire qu'il avait des connaissances historiques suffisantes pour comprendre que l'humanité progresse. Elle progresse pas de manière linéaire, elle progresse pas de manière homogène géographiquement, mais globalement l'humanité progresse. Et il s'agit d'être l'avant-garde de ce progrès humain vers plus de fraternité, plus de partage, plus de justice, d'attention aux plus faibles. Moi, je venais du secteur culturel, donc j'avais aucune expérience avant d'arriver à Emmaüs du travail et du côtoiement de personnes qui venaient, disons, de la grande exclusion sociale. En arrivant au Centre Abbé Pierre, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à vivre avec des compagnons, des compagnes, des personnes qui étaient des sans-papiers, qui avaient vécu à la rue, des gens qui avaient fait de la prison, des gens qui avaient été, hélas, malades, hospitalisés en hôpital psychiatrique, des gens qui avaient eu toutes sortes de difficultés, des difficultés diverses et variées. Et toutes ces personnes venant de la grande exclusion sociale, des jeunes, des anciens, des Français, des étrangers, donc dans une grande hétérogénéité, m'ont appris énormément de choses. C'est-à-dire que moi, je pensais que c'était difficile et que j'allais me retrouver dans un monde vraiment ardu. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que les communautés Emmaüs sont des lieux qui sont des lieux fraternels, des lieux d'amitié, de chaleur humaine. Et la chaleur humaine qu'il y a dans un groupe Emmaüs, elle est supérieure à celle qu'on va trouver dans d'autres groupes sociaux. J'ai été surpris de voir la chaleur humaine qu'il y a et la gentillesse que les personnes ont. Il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de fraternité. C'est des relations humaines qui sont très fortes, très puissantes, bouleversantes. Les communautés Emmaüs, c'est très très fort sur le plan humain, ce qu'on arrive à vivre ensemble. C'est vraiment quelque chose de très très chaleureux, de très nourrissant sur le plan relationnel. Et ça m'a énormément étonné. Donc parfois on a peur des autres, on a peur des gens qui sont différents parce qu'on les connaît pas. C'est un mécanisme qui est redoutablement, qui se met en place de manière redoutable, quoi, et fatale. Alors que quand on se met à côtoyer les personnes, à vivre auprès des personnes qui sont différentes de nous, on s'enrichit de façon importante. Et c'est ce qui se passe dans les groupes Emmaüs. C'était le 5e et dernier épisode de Emmaüs Défi, une histoire solidaire. Une série documentaire sur l'action de Emmaüs Défi située dans le 19e arrondissement parisien. Si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre des étoiles sur Apple Podcast. Un immense merci à toute l'équipe de Emmaüs Défi et à nos intervenants du jour. Catherine, Elio, Mamadou, Michael, Youssef et d'une certaine façon aussi l'abbé Pierre lui-même. Et un très grand merci à Philippine Garde pour son soutien tout au long de la production de cette série. Ce récit documentaire est produit par Micro Stockholm avec la collaboration d'Emmaüs Défi. L'émission est réalisée par Martin Gamara, c'est moi, avec l'aide de Juliette Seblon. A bientôt pour un nouveau récit, et d'ici là, n'hésitez pas à passer la porte du centre Emmaüs le plus proche de chez vous et à visiter le centre Abbé Pierre à Esteville.
Ok. Je vais juste commencer par vous demander comment vous vous appelez et quelle est votre activité ici. Alors en fait, moi c'est Mickaël, donc j'ai 35 ans, j'ai failli le dire. Donc 35 ans, ça va faire 3 ans que je suis employé, enfin que j'ai signé mon contrat en tout cas avec Emmaüs Défi. Et j'ai commencé à l'heure, donc j'ai commencé à reprendre un petit peu l'activité du travail parce que ça faisait 4 ans que j'étais dans la rue, donc le temps de me remettre un petit peu dans la course, on va dire, pour me remettre les idées en place, comme on dit. Et donc ça fonctionne très bien, parce que là je suis motivé à repartir dans la vie en fait. Donc moi personnellement, je m'occupe des livres, plus spécifiquement en fait à Emmaüs. Donc, c'est moi qui trie tout ce qui est livres, CD, DVD, enfin voilà. Et puis après, je donne à mes collègues qui mettent en place en fait dans la boutique. Voilà. D'accord. Donc vous vous concentrez sur la partie prendre, regarder ce qui peut avoir un potentiel de vente ou pas. Ce qu'on peut pas garder, ce que les gens n'achèteront pas. D'accord. Il faut vraiment faire une bonne part des choses, savoir ce que les gens aimeraient acheter. Voilà. D'accord. Vraiment se mettre à la place du client. D'accord. Et comment vous faites du coup Vous regardez ce qui part bien Exactement, on arrive il y a pas mal de livres qu'on a souvent qu'on arrive à revendre, donc on sait que ceux-là il faut les mettre, voilà, on sait les prix à peu près. Alors on met 3 fois le prix de base, en fait, moins 3 en fait, on divise par 3 le prix de base. D'accord. Après tout dépend de la qualité du livre. Mais on jette beaucoup, malheureusement. Ça mais bon, on est obligé. Et les livres qui sont jetés, ils sont recyclés après? On a deux postes. On a un poste qui est recyclage, qu'on jette vraiment, et on a un autre qui part sur Internet. Donc c'est une autre société à des books qui peut revendre derrière, et nous on touche un pourcentage sur la revente. Ah oui, d'accord. D'accord. Et donc vous, ça vous plaît de pouvoir donner une deuxième vie aux objets Ouais, et puis surtout les livres et tout, je suis très dans la culture, donc j'adore ça, donc tout ce qui est film, musique et livres, donc je suis totalement dans mon domaine, même si après, ça ne sera pas forcément mon métier plus tard après, mais dans le sens, voilà, ça me plaît totalement. 3 ans, j'en suis ravi. Vous aviez déjà fait ça avant de travailler? Non, pas du tout. C'est vraiment une première pour moi. J'étais dans la restauration, donc rien à voir. D'accord. Un milieu très très différent. Et du coup, qu'est-ce que vous avez dû apprendre ici? Moi personnellement, j'avais déjà des bonnes bases, on va dire, de vente, déjà pour la vente par exemple. J'ai des bonnes bases. Donc ça, c'était pas... on va dire que j'ai appris à travailler ici même, parce que c'est très différent, Emmaüs. On vend tellement de choses que voilà, mais bon, moi le relationnel déjà client, c'est un truc que j'apprécie vraiment. Donc c'est ça que je recherchais par rapport à la vente. Et après au tri, j'apprends beaucoup de choses déjà sur les livres, parce que je pensais tout connaître maintenant. Maintenant on apprend tous les jours. Donc voilà, c'est le plaisir d'apprendre et de partager avec d'autres. Parce qu'ici il y a beaucoup de culture, si vous avez vu, en fait vraiment tous les pays sont rassemblés. Donc déjà il y a ça aussi, pouvoir apprendre une autre culture, enfin apprendre de beaucoup de gens, quoi, en fait. C'est très enrichissant. Est-ce que vous faites à la fois le tri et du coup à la vente aussi? Ouais. D'accord. En fait, on a le mercredi l'après-midi de vente et le samedi toute la journée. Donc moi, je suis plutôt le samedi toute la journée. Donc moi, je fais tous les postes. Je sais tout faire, sauf la caisse. Encore proposer. Ça doit être chouette de sélectionner des choses et après de les proposer à la vente et d'échanger avec les clients. C'est super. Surtout que quand on livre, nous on aime bien, on a une bonne équipe, donc on arrive à bien conseiller les gens s'ils veulent quelque chose de précis. Voilà. Puis on aime ça. Et c'est vrai que c'est intéressant de savoir tout ce qu'on a vendu, de voir tout partir. Et puis ça fait du travail comme ça, quand on remet en place, c'est un éternel recommencement. C'est génial. Il y a des livres ou des vidéos, des films qui reviennent tout le temps, tout le temps. Ah, malheureusement, c'est pour ça que je jette beaucoup. Mais bon, il y en a qui reviennent avec des reventes, mais sinon, il y a beaucoup de doubles, de triplés. Il y en a que j'ai au moins 5 fois par semaine. Alors c'est lequel, celui qui revient le plus Il y a beaucoup de Catherine Pancol en livre. Ah oui. Alors ça j'en ai tripoté, ou Marine Guise-Clark, mais c'est des choses qu'on ne peut plus trop revendre.
D'accord. Ou alors c'est en poche, encore en poche ça peut partir. Des gros livres, gros romans, c'est compliqué à revendre. Mais on trouve toujours. Après on trouve des super livres qui valent très très cher. Ouais. Donc ça après il faut s'intéresser à ça. Il y a des signatures, des fois c'est signé par l'auteur. Donc il faut. Donc heureusement on a un côté internet. Donc nous on les met de côté, on regarde sur internet et on fait une cote par rapport à la cote internet, on le baisse un peu. D'accord. Et si nous on n'arrive pas à la vendre en boutique, hop, on le vend sur internet, photo label. Oui, c'est-à-dire que quand il y en a un qui arrive qui a l'air précieux ou spécifique, ça peut être vendu chez Label Emmaüs, qui est le site internet. C'est plus simple en fait, c'est de vendre sur internet ce genre de produit, parce qu'il y a des produits à 700 €, donc les gens qui viennent ici au magasin, ils n'ont pas forcément 700 € à dépenser. Donc c'est plus sur internet, ça marche vraiment bien sur internet. D'accord. Et donc vous aviez fait de la restauration avant, du coup, plus rien à voir. Ouais, de toute façon j'ai arrêté, donc c'est pour ça que je voulais me lancer dans autre chose pour apprendre différentes manières de travailler. Pour l'instant je ne sais pas encore où je vais aller après, mais bon, j'ai déjà pas mal d'idées. D'accord. Plus de restauration. Non. Peut-être un difficile. jour, peut-être, mais ouais, j'en ai fait pendant plus de 10 ans. D'accord, ok. Et du coup, vous aimeriez rester dans le domaine de la culture? J'aimerais Ça vous bien, plairait? mais après c'est compliqué de trouver des places dans la culture, dans les bibliothèques, tout ça, c'est très très demandé déjà et il n'y a pas beaucoup de places. Donc, mais on est en train de se renseigner pour avoir peut-être des places. Il y a pas mal de propositions, donc on est en train de voir s'il y a possibilité de rester dans le monde de la culture. Et le côté seconde main aussi, ça vous plaît? Le côté lutte contre le gaspillage? Je peux faire mieux ça même que Oui. de vendre du neuf en fait. Oui. Voilà, quitte à choisir, je préfère avoir un produit qui repart, c'est plus intéressant. Oui, c'est sûr. Et du coup, qu'est-ce que ça vous a plus apporté le passage chez Emmaüs, qui est encore en cours? Alors moi c'est déjà de reprendre confiance en moi, par rapport au travail, déjà de me lever le matin pour aller au travail. Comme je vous dis, pendant 4 ans j'avais plus tout ça, donc c'est vraiment me remettre en main, en question, et puis moi ça m'a appris à me remettre en marche, on va dire. Comme dirait le président. Et quand vous disiez, on est en train de voir pour d'autres emplois liés à la culture ou au livre, c'est avec Emmaüs que vous travaillez là-dessus? En fait, moi je peux avoir une autre aide dehors, mais je préfère rester avec Emmaüs pour ça, en tout cas pour l'après Emmaüs. On est en train de voir, de réfléchir. D'accord. On regarde toutes les propositions, on fait le pour, le contre. Vous avez un interlocuteur chez Emmaüs avec qui vous travaillez là-dessus? C'est Laurent qui s'occupe beaucoup de ça, D'accord. De tout ce qui est formation, stage. D'accord. Avec qui vous pouvez regarder ça, regarder les débouchés. Qui connaît bien les sites, au pire, si on doit rechercher. Pour faire les CV, les lettres de motivation. Ouais. Chose que j'avais jamais faite. J'avais jamais eu besoin. Donc là, maintenant, il faut que je m'y mette. Vous avez eu des grandes fiertés sur des choses que vous avez faites ici, qui vous reviennent souvent en tête Pas spécialement, en fait. Le tout, c'est un tout, en fait. Ouais. Moi, je suis heureux de venir travailler le matin, donc déjà, c'est un bon point. J'y vais pas en reculant, donc déjà, je pense que pour moi, ça veut dire que c'est quand même, je suis heureux, donc c'est le principal. Voilà. Quand je vois tous les gens qui travaillent avec moi, ils le sont aussi. Moi, ça me va. Quand c'est comme ça, tout va bien. Pourvu que ça dure. Super. Est-ce que Juliette, tu voulais demander autre chose ou tu avais d'autres questions? Non, c'est bon, merci Martin pour moi. Si, j'avais une dernière question, c'est est-ce que vous voyez plus comme un commerçant ou plus comme vous, ce qui est le plus important, c'est de redonner une deuxième vie aux objets? Ça, ouais, je suis plus en train dans le côté Emmaüs, en fait, ce côté association, vraiment. Enfin, moi, c'est ça qui me plaît dans ce métier, en fait, plus que les tout, en fait. C'est vraiment d'aider les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, de pouvoir les aider. Moi, quand je vois les gens qui sont heureux d'avoir des choses pas chères et que voilà, ils repartent avec le sourire, pour moi, c'est ma plus belle histoire. Merci.
merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez ajouter? Non, pas spécialement. En tout cas, merci à vous. Et puis, merci. Pour lui, ça me va. Merci, Mickaël. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, c'est super chouette. Merci. C'est intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas. Puis vous me direz.